De retour dans votre 12-15, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h. On va s'intéresser à certaines déclarations qui risquent de faire grand bruit, Sylvia Micon, avec vous. Est-ce que les instructeurs de l'OTAN seront-ils, en raison des difficultés ukrainiennes, bientôt sur le sol ukrainien ? On se pose cette question après les dernières déclarations du chef d'état-major interarmé, le chef d'état-major Charles Brown. Il est américain. Et que nous dit-il ? Vous allez tout nous dire parce que ses propos sont relayés aujourd'hui par le New York Times. Il relaie aussi cette pression ukrainienne et les difficultés à former les Ukrainiens en dehors de leur pays. Oui, ce qu'on apprend effectivement, c'est que c'est une demande de l'Ukraine, former 150 000 recrues plus près de la ligne de front pour un déploiement plus rapide. Alors il y a deux raisons qui sous-tendent cette demande, parce que ça prend du temps de retirer des hommes du front pour les former. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'OTAN, qui forme des soldats ukrainiens à la fois en Allemagne, en Pologne et aux États-Unis. Et aussi, il faut aller vite et se préparer à une offensive russe d'envergure peut-être cet été. Et la formation actuelle, eh bien, elle n'est pas suffisante et elle n'est pas assez rapide. Une présence en tout cas qui serait bénéfique. Pourquoi ? Parce que les informations sur les innovations venant des lignes de front, elles seraient immédiatement recueillies par les instructeurs et les formations adaptées. Et on a souvent entendu des témoignages de soldats ukrainiens qui se plaignaient de formations décalées par rapport à ce qu'ils vivaient sur le front. Ce sont eux qui vivent la guerre au quotidien. Selon le New York Times, en effet, qui révèle cette requête ukrainienne, les États-Unis ne seraient pas d'accord à imaginer si des instructeurs américains venaient à être visés par des tirs russes. Eh bien, les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, seraient alors tenus de les défendre. Il y a donc des risques d'escalade et Washington veut les éviter à tout prix. Avant la guerre, les États-Unis, effectivement, étaient présents avec ce programme d'entraînement de l'OTAN à Lviv, à l'ouest du pays. Et quand la Russie a envahi la Crimée, eh bien, des effectifs accrus ont été envoyés sur place. Mais en 2022, dès le début de la guerre, eh bien, tous ces instructeurs sont partis. Écoutez d'ailleurs ce que dit l'ancienne haut responsable du Pentagone pour l'Ukraine sous Obama. Ça ne surprendrait maintenant personne qu'on le fasse, alors que la main-d'œuvre est à découvert au front ukrainien et que les membres de l'OTAN, les dirigeants de l'Alliance, envisagent d'aider à nouveau l'Ukraine à l'arrière. Alors les États-Unis disent non, mais les alliés de l'OTAN, est-ce qu'ils pourraient le faire, Sylvia ? En tout cas, les États-Unis leur demandent de ne pas le faire. Mais depuis les déclarations d'Emmanuel Macron, eh bien, l'idée continue d'alimenter le débat. L'Estonie a déclaré cette semaine qu'elle ne pas exclure d'envoyer des troupes dans l'ouest de l'Ukraine pour assumer des fonctions arrières, ce qui pourrait libérer des hommes pour le front, même sans cloche de la part de la Lituanie. Intéressant aussi ce que dit, effectivement, et vous en parliez tout à l'heure, le chef d'état-major interarmé américain, le général Brown. Un déploiement des instructeurs de l'OTAN est inévitable, nous dit-il. Nous y parviendrons avec le temps, mais il confirme aussi qu'un effort en Ukraine mettrait en danger ce groupe d'entraîneurs de l'OTAN. Il faudra alors décider d'utiliser les défenses aériennes qui sont déjà rares pour protéger les instructeurs au lieu d'infrastructures ukrainiennes qui sont critiques à proximité du champ de bataille. Voilà ce que ça impliquerait aussi. Donc vous voyez que c'est encore loin d'être tranché et qu'il y a un nouveau brouillage sur cette ligne rouge dont on parlait depuis le début de cette guerre. Merci beaucoup, Sylvia. Général Chauvency, Sylvia le disait, les États-Unis, ils avaient l'habitude de gérer ce programme avant la guerre. C'est-à-dire, c'était très précisément à Yavoriv, c'était pas loin de Lviv, à une 50aine de kilomètres. Et ils sont partis dès que la guerre a éclaté. Est-ce qu'il faudrait qu'ils reviennent en raison du manque de formation ? On l'a dit, ce manque de formation des soldats en dehors de leur territoire, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour eux, justement. Et on nous disait que le fait que les instructeurs viennent directement, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. Qu'en dites-vous ? Je vais d'abord plutôt intervenir sur la notion de formation. Ouais. Je ne suis pas certain que les forces de l'OTAN soient les mieux amènes de former correctement les Pourquoi ? Ukrainiens. Parce que la guerre, on l'a fait plus depuis bien longtemps. On fait une guerre parfois, mais à basse intensité. La guerre haute intensité, nous ne la faisons plus. Donc aujourd'hui, on redécouvre la guerre des tranchées, mais je pense que les Ukrainiens, par exemple, en savent plus que nous. Donc la question serait plutôt, et on revient sur le principe du renouvellement des forces en première ligne, du côté ukrainien, est-ce qu'il ne faudrait pas retirer les plus aguerris d'entre eux au bout d'un certain temps, parce que c'est un peu ce qu'ils demandent, c'est ce qu'on entend depuis des mois, et que ces soldats de première ligne qui ont connu le feu et la réalité du combat soient envoyés à l'arrière pour former les jeunes Ukrainiens. Ce serait tout à fait ce qu'on devrait faire en temps normal, puisqu'on ne peut pas laisser quelqu'un pendant 2, 3, 4 ans en première ligne. À un moment, d'abord, il est usé, ensuite, il a appris quelque chose, il faut avoir le... Là, on revient plus Ce qu'avait refusé Zelensky, rappelez-vous, ceux qui étaient au combat depuis 36 mois, il devait y avoir un turnover et visiblement, ça n'a pas été possible. Il y a un problème de gestion des ressources humaines. Très, très clairement, il y a un moment où n'importe quelle armée est capable de retirer des cadres pour former ceux qui viendront après. Et puis, bien sûr, il faut les remplacer. Donc, on revient au problème du remplacement. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la formation. La formation, maintenant, sur le territoire ukrainien, on l'a dit à de nombreuses reprises, le moins de projection de force d'un pays de l'OTAN
et pas au titre de l'OTAN, qui seraient en Ukraine, ces troupes seraient forcément seraient des cibles des Russes, avec tout l'engrenage qu'on peut imaginer. Donc on revient, je dirais, politiquement ou diplomatiquement à la nécessité d'avoir des centres de formation hors des frontières de l'Ukraine, non seulement pour protéger finalement nos instructeurs, mais aussi pour, je dirais, ne pas dire que c'est l'OTAN qui intervient. Voilà. Donc on est dans un débat que je suis un peu surpris de la réaction du chef d'état-major interarmée américain. Ça servirait à rien, en fait. Oui, parce qu'en fait, il est en train de dire, on va peut-être y aller. Alors que le président Biden a dit qu'on ne mettra pas un Américain sur le sol ukrainien, il ne faut quand même pas l'oublier. Et là, parce que ce soit un formateur, un non-combattant du génie ou de la logistique, ou un combattant, il n'y a pas de différence. Il y a une nationalité. La nationalité, elle est américaine. Dès lors qu'il y a une nationalité américaine, on devient une cible. Ou française. Ouais. Moi, je crois qu'il faut interpréter la déclaration justement du chef d'état-major américain en regardant exactement ce qu'il dit. C'est en fait, nous y parviendrons avec le temps. Réellement, il n'y a aucun calendrier. C'est un jour peut-être. On sait très bien que l'Ukraine est candidate pour rentrer dans l'OTAN. On a vu au sommet de Vilnius en juillet dernier que pour le moment, il n'était pas question du côté américain. En même temps, il va bien falloir offrir quand même des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mais il n'est pas question de la faire intégrer l'OTAN alors qu'elle est en guerre. Donc il y a une façon quand même de dire oui un jour. Peut-être quand un jour elle sera éventuellement dans l'OTAN. Là, ce qu'il y a, c'est une demande ukrainienne, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et cette demande ukrainienne, former 15 000 recrues, elle va être 50 000, pardon. Elle va être portée très certainement justement lors du prochain sommet de l'OTAN. Ça, ce sera à Washington en juillet pour les 75 ans de l'Alliance. Certainement, là, on entendra à nouveau probablement Zelensky refaire cette demande. Mais 150 000 instructeurs, c'est considérable. Enfin, c'est énorme. C'est une petite armée. Bon, voilà, donc vraiment beaucoup de doutes. J'ai une question. C'est 150 000 instructeurs ou 150 000 soldats formés? 150 000 recrues. 150 000 recrues pour être formés. Oui, on a eu évidemment plusieurs éléments qui... Voilà. Donc 150 000 recrues. Et puis ça répond peut-être aussi, parce que si je ne me trompe pas, c'est à partir de demain qu'effectivement la nouvelle loi sur la mobilisation des Ukrainiens se met en vigueur. Donc ça veut dire... Oui, ça c'est le 18, c'est demain. Voilà, donc on est 2 à 3 mois de formation. Alors, juillet, ça fait un peu tard, parce que s'il faut former, je ne sais pas combien, 200, 300 000, c'est à peu près les chiffres qu'on évoquait, on va dire 150 000 pour faire simple, pour rester cohérent. Comment allons-nous les former ou comment les Ukrainiens vont les former? Et puis ça veut dire aussi qu'ils ne seront pas disponibles avant l'été. Et on revient après sur tout le calendrier de la guerre. Alors effectivement, pour la remarque concernant le chef d'état-major américain, en gros demain on rase gratis. C'est un peu cela. Elisabeth Shepard-Selam, si ces troupes venaient à être, ces instructeurs venaient à être ces instructeurs de l'OTAN sur le sol ukrainien, ça serait inévitablement le déclenchement de l'article 5 là ou pas? Tant qu'ils ne sont pas attaqués, mais comme disait le général... Oui, s'ils sont frappés. S'ils sont frappés, pas l'envoi. Après, encore une fois, comme disait Magali, il n'y a pas de calendrier. Moi, on est dans une année électorale aux États-Unis quand même. On ne peut pas imaginer Joe Biden, qui a déjà aussi énormément de problèmes au Moyen-Orient, sans parler des problèmes internes, envoyer des troupes alors que beaucoup de l'opinion publique américaine est foncièrement contre envoyer des boys pour se faire tuer pour l'Ukraine. Donc, OK, envoyer peut-être à long terme, moyen terme, peut-être des formateurs, mais très clairement, si demain vous avez, j'ai même 10 000, on va dire 10 000 soldats américains, même si c'est des formateurs, même si c'est des mécaniciens, c'est 10 000 Américains sur place. C'est impossible de penser que les Russes vont pas les cibler, et à partir du moment où ils sont ciblés, on imagine bien que le gouvernement américain dira, peut-être c'est pas article 5, parce que c'est pas un territoire de l'OTAN, mais c'est des soldats de l'OTAN, et on peut pas laisser ça sans réponse. Parce que même les mécaniciens ne sont pas autorisés effectivement à aller sur place, même si apparemment il y en a quand même quelques-uns qui ont pu passer en témoin de filet. Effectivement, les États-Unis ne veulent pas. C'est le colonel Goya qui disait, je serais pas surpris qu'il y en ait. Et peut-être qu'il y en a déjà un petit peu des instructeurs justement qui sont à l'arrière. Bien sûr, il y en a déjà, qui a des programmes secrets. Ça, c'est très américain. Et Général Chauvency, je me permets de vous lire ce que dit une ancienne haute responsable du Pentagone pour l'Ukraine et qui justifie un peu aussi cette envie de Charles Brown, enfin pas cette envie mais cette prédiction à long terme. Elle était sous l'administration Obama et elle dit, rappelez-vous, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour la première fois en 2014, nous avons envoyé des effectifs accrus, on a formé des forces et on a continué de le faire jusqu'en 2022. Mais ça parce que ça prenait pas l'ampleur que ça prend actuellement.
peut-être. Oui, puis il n'y avait pas vraiment la guerre, quand on regarde bien. Alors n'oublions pas qu'il n'y a pas que les Américains, qu'il y avait aussi les Britanniques et les Canadiens, qui sont beaucoup plus discrets, mais tout le bloc anglo-saxon, si on peut le souligner quand même. Hein. Mais c'était en Crimée, la guerre avait lieu dans le Donbass à l'époque, donc c'était peut-être pas la même situation. Bah oui, et puis il n'y avait pas d'affrontement. Rappelez-vous, la Crimée, il y a eu 2 morts par accident. On n'a pas de soldats russes visibles. On a des petits bonshommes tout verts. Hein, et puis une partie de la flotte ukrainienne qui bascule en Russie. Donc beaucoup de choses. Donc c'est pas une vraie guerre, c'est une occupation de territoire, mais il n'y a pas eu d'acte de guerre en tant que tel. Et puis d'abord, effectivement, après, de 2014-2015 jusqu'en 2022, il y a eu quand même une volonté anglo-saxonne, et je dis bien anglo-saxonne, de reformer l'armée ukrainienne pour qu'elle soit apte à se battre. Et ça expliquerait peut-être aussi qu'en 2022, qu'il y a eu une agression russe. Parce que quand même, l'armée ukrainienne n'était pas bonne au départ. Elle a été reformée par les anglo-saxons, mais ce n'était pas uniquement comme ça. C'est bien, à mon avis, l'objectif de regagner les terres perdues. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un autre problème. Bon, maintenant, pour revenir, vous évoquez les forces de l'OTAN en Ukraine. Non, si les Américains envoient des forces, des formateurs en Ukraine, c'est que ça sera des Américains et non pas sous la bannière de l'OTAN. Donc justement, on va tous faire très attention pour justement qu'il n'y ait pas la bannière de l'OTAN si jamais on le faisait, mais on mettra bannière française, bannière britannique, bannière américaine pour surtout pas engager l'organisation. Et par contre, que l'organisation s'engage, comme elle le fait déjà, pour former les Ukrainiens hors du territoire ukrainien, là par contre, on peut mettre le label OTAN.